Bonjour à tous. Début janvier, la Commission européenne a lancé un appel à contribution en vue de définir sa stratégie en faveur des logiciels libres dans l'Union européenne, notamment comme levier pour soutenir ses ambitions en matière de souveraineté numérique. La consultation a pris fin il y a quelques jours. Qu'en sortira-t-il? Europe, dépendance et open source, c'est notre sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. Mais d'abord, je propose un rendez-vous avec un autre visage de la tech. Ce rendez-vous aujourd'hui dans Smart Tech est avec Anissa Benomar, directrice du développement et des partenariats de Diversity Days, association qu'on adore, qu'on soutient comme on peut, parce qu'elle nous permet de montrer un autre visage de la tech, de découvrir des gens qui sont beaucoup moins visibles que ceux qu'on a l'habitude de présenter quand on parle de la French Tech. Alors, je ne sais pas si j'ai bien résumé d'ailleurs la mission de Diversity Days. Eh bien si, Ouais. extrêmement bien. Effectivement, peut-être dire en plus que c'est une association d'inclusion et d'égalité des chances qui existe depuis 8 ans. Et comme vous l'avez dit, notre mission, c'est vraiment de valoriser, donner à voir celles et ceux que l'on voit beaucoup trop peu dans le monde de la tech, qui peuvent être des gens très éloignés de l'emploi, comme des entrepreneurs qui portent peut-être un handicap, qui sont des femmes, qui portent un frein à justement cette entrée dans le monde de la tech et de l'entrepreneuriat. Alors, nous, on a trouvé un super moyen justement de montrer ce qu'on ne voit pas suffisamment. C'est en s'adressant à Diversity Days. Donc, vous nous envoyez régulièrement des startups, ça c'est vraiment top. Comment vous allez les chercher, ces entrepreneurs? On le fait par 2 biais. Le premier biais, c'est vraiment, on fait des appels à candidature, à savoir que tous les programmes sont gratuits. Donc en fait, ils sont très, très accessibles et très ouverts. Donc on ouvre un appel à candidature pour qu'ils et elles puissent candidater. On sélectionne les entrepreneurs sur évidemment des critères, à savoir est-ce qu'ils portent un frein à l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils ont moins de chances, moins de clés que les autres, et est-ce qu'ils portent un projet avec un impact sur la société, parce que c'est aussi ça que l'on regarde. Donc ça, c'est le premier moyen. Et le deuxième, c'est qu'on fait appel à des prescripteurs, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec des associations, avec les communes, avec les départements, avec la French Tech, pour ouvrir justement et se faire connaître de tous ces réseaux entrepreneuriaux. Et donc 8 ans, c'est ça, hein, C'est 8 ans ça, d'existence pour absolument. Diversity Days. Vous avez accompagné combien d'entrepreneurs? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu changé le paysage? Eh bien oui, nous avons accompagné près de 500 entrepreneurs, donc qui est un extrêmement beau chiffre. On a pour objectif d'en accompagner entre 70 et 100 d'ici 2027. Et on a la fierté de se dire qu'on a pu changer un petit peu les choses, à savoir qu'on a des très belles histoires, des entrepreneurs qui marchent bien, qui lèvent plus de fonds. Et en particulier sur ce thème-là de la levée des fonds, on sait que typiquement un petit chiffre, mais on sait que les femmes ne représentent que 15% des levées de fonds, Ouais. ou encore que les entrepreneurs qui habitent en quartier ont 2 fois moins de chances d'accéder à des crédits. Donc c'est aussi ça qui est très important de souligner, et de aider ces entrepreneurs-là que l'on retrouve trop peu dans le visage de la tech en France. Et donc vous avez plusieurs programmes qui s'adressent chacun à leur spécificité. Oui. Quel est le programme, le nouveau programme là que vous lancez? Le nouveau programme, donc en fait, c'est qu'on revisite un petit peu le Leadership Programme, qui est le dispositif historique de notre association. On adapte ce dispositif pour correspondre vraiment aux besoins des entrepreneurs qu'on accompagne. C'est-à-dire que là, on vient étaler le dispositif à 6 mois et non plus à 6 semaines, D'accord. avec moins d'heures de présentiel et un système beaucoup plus de mentorat et de coaching pour vraiment les aider à monter en leadership sur leur dispositif et sur leur rôle d'entrepreneur. À savoir aussi que les entrepreneurs ont le besoin d'être sur le terrain et de justement travailler à leurs entreprises. Donc un dispositif plus court avec beaucoup plus de présentiel était un petit peu moins adapté aux besoins qui sont les leurs. Et comment vous trouvez les mentors? Les mentors, on les trouve grâce aux entreprises qui nous accompagnent et grâce aux entrepreneurs qui ont envie, qui sont déjà bien installés et qui ont justement envie de changer les choses et de donner à voir un visage de la tech en France qui est plus diversifié. Mais donc, c'est aussi grâce aux entreprises qui nous accompagnent et qui accompagnent les actions que l'on mène.
Merci beaucoup, Merci Anissa beaucoup. Benomar. Je rappelle que vous êtes la directrice du développement et des partenariats de Diversity Days, l'association pour la diversité. Merci à tous de nous suivre. On enchaîne, nous, on va parler de open source, souveraineté, indépendance technologique en Europe. Début janvier, la Commission européenne a lancé un appel à contribution en vue de définir sa stratégie en faveur des logiciels libres dans l'Union européenne, notamment pour en faire un levier dans sa stratégie en matière de souveraineté numérique. Alors en préambule, la Commission a fait deux constats. D'abord que les États membres et leurs entreprises sont lourdement dépendants des technologies non européennes, ça on le savait, mais que aussi en parallèle, il existe dans toute cette Union européenne des communautés de développeurs open source dont le travail est conforme aux droits et principes numériques de l'Union européenne. Voilà pour le paysage. Cette consultation a pris fin il y a quelques jours. Alors qu'en sortira-t-il? On en parle aujourd'hui, c'est la une de Smartech avec Olivier Lambert. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Vates, une entreprise française qui est spécialisée dans les solutions open source de virtualisation et de gestion d'infrastructures pour le cloud hybride. Et puis avec vous, Stéphane Fermigier, le fondateur et PDG d'Abilian, éditeur français de logiciels open source dans le domaine de la gestion de l'information d'entreprise et de la collaboration. Vous êtes aussi le coprésident du Conseil national du logiciel libre et je dirais le cofondateur animateur du collectif Eurostack qui a proposé justement une feuille de route pour qu'on ait un écosystème numérique ouvert mais aussi compétitif et résilient. Alors déjà, ma première question, c'est pourquoi la Commission a jugé utile d'ouvrir une consultation. Est-ce qu'on avait besoin de se consulter pour savoir comment faire de notre écosystème open source un levier pour la souveraineté numérique? Alors, cette consultation, elle s'inscrit dans un calendrier qui est logique. La Commission, déjà, il faut savoir qu'elle a une stratégie open source, c'est un document qui existe depuis les années 2000 et qui avait été remis à jour déjà il y a 5 ans, il y a 6 ans, en 2020. Il couvrait la période 2020-2023. Donc, on était déjà un petit peu en retard sur le fait de le remettre à jour. La version actuelle, ou la version précédente, si on veut, elle est intéressante, elle donne une ambition, elle donne une vision, elle dit que l'open source est en accord avec les valeurs de l'Union européenne. Il y a des principes qui sont excellents, mais le problème c'est la réalisation, l'exécution. Et donc ce qu'on attend de cette nouvelle version, d'une part, c'est que ça aille plus loin dans des contraintes, dans des recommandations, mais qui soient suivies des faits et qu'il y ait un véritable impact sur la filière du numérique. Qu'est-ce que vous savez de cette consultation? Est-ce qu'elle a été bien suivie? Il y a une affluence de propositions? Alors oui, il y a eu 1650 réponses environ. C'est relativement énorme pour une consultation de la Commission européenne. J'ai pu en analyser déjà 500, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été proposées. Ce que je voulais préciser, c'est que cette stratégie, elle est à la fois de très haut niveau, puisque c'est une communication de la Commission, c'est le niveau le plus élevé qu'on peut imaginer, mais elle est limitée à un périmètre très restreint qui est l'informatique interne de la Commission. Et nous, ce qu'on attend en tant que filière du numérique ouvert, du logiciel libre, c'est qu'il y ait une véritable stratégie industrielle. Et alors, un deuxième point sur lequel cette consultation va également influencer la Commission européenne, c'est sur l'élaboration d'une nouvelle directive, le Cloud and AI Act, la directive sur le cloud et l'intelligence artificielle, qui est prévue cette année. Et donc, on va espérer, et on pense, d'après les contacts qu'on a pu avoir avec les représentants de la Commission, que cette consultation va vraiment être disséquée, analysée, et que les idées que nous proposons, au moins une partie, va être retranscrite à la fois dans cette nouvelle stratégie interne, peut-être, on l'espère, aussi stratégie industrielle, et puis cet effort législatif qui aurait un impact sur toute l'Union européenne et pas simplement sur la Commission. Est-ce que l'Europe vous semble vraiment prête à mettre l'open source au cœur justement de sa stratégie industrielle pour gagner son indépendance numérique? Est-ce que Moi, je pense que ça dans les starting blocks? C'est le moment ou jamais. Ça, ce qui est sûr, c'est que le contexte géopolitique fait que je pense que la pression augmente sur l'envie d'aller dans cette direction. Donc, je pense que c'est un petit peu, comme je disais, le moment ou jamais d'accélérer là-dessus. Donc, effectivement, on se construit une bonne base, une bonne analyse, on récolte les avis. Ce qu'on souhaite,
nous, de notre côté, c'est qu'effectivement, il y ait des façons de flécher, d'orienter et de la développer de manière stratégique à long terme. Donc c'est pour ça qu'on parle de politique industrielle. Ça nécessite une réflexion à long terme, mais je pense qu'effectivement, avec la vision de ce qui se passe en dehors de l'Europe et des nouveaux pôles qui se forment, on a envie, je pense, en tant qu'Européens, de manière générale, d'où cette pression au sens populaire, une compréhension un petit peu de ces enjeux qui a sans doute, je pense, aidé à rendre cette consultation populaire, en tout cas, à minima. Et à quoi ressemble l'écosystème du libre en Europe aujourd'hui ? Alors, moi, je représente 2 associations. Le CNL, qui représente l'écosystème français, donc environ 300 entreprises en France, pour ne parler que d'écosystème professionnel, parce que bien sûr, il y a énormément de particuliers, de chercheurs aussi au sein des laboratoires de recherche et des universités, d'utilisateurs, etc. Donc, 300 entreprises, 6 milliards de chiffre d'affaires en France, 10% du chiffre d'affaires de l'informatique en France passe par le logiciel libre, que ce soit des éditeurs de solutions logiciels libres ou que ce soit des intégrateurs qui font des travaux de développement, d'intégration autour de logiciels libres. Donc ça, c'est la situation en France, 10% à peu près. On pense qu'en Europe, c'est à peu près 10% aussi. Donc je représente aussi l'Appel, une association qui fédère l'ensemble des associations professionnelles existantes en Europe, à peu près une dizaine de pays, qui est en train de monter en puissance et avoir une présence à Bruxelles plus importante que précédemment. Et donc, on constate aussi que cet enjeu, il est multinational. Donc, on parle beaucoup de l'axe franco-allemand. Il y a des efforts franco-allemands. Il y a aussi des divergences de vues sur certains sujets, notamment la doctrine de Buy European, de l'achat européen. Mais ce qu'on espère, c'est d'arriver quand même à coordonner toutes ces associations et toutes ces entreprises pour arriver à monter finalement des offres communes qui soient des alternatives aux offres des grands groupes. Et on a besoin de structurer encore cet écosystème, on a besoin de créer une masse critique plus importante, des entreprises qui ont... Tout à fait. On a des territoires plus de qui sont chiffre d'affaires. super. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi? C'est plein de petites PME finalement, c'est ça? C'est assez fragmenté. Je pense qu'il y a une vraie volonté à travers le travail de Stéphane de justement vouloir regrouper. Mais j'étais encore cette semaine à un événement qui se tenait dans la banlieue de Grenoble, qui a eu un très gros succès, qui s'appelle l'AlpoSS, qui regroupait des acteurs de l'open source de France entière, mais qui venaient, mais on voyait le succès. On a eu effectivement des événements pas que en région parisienne, qui montrent que le libre est quand même très fort en France. On a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de gens intéressés. Donc il y a un travail un petit peu peut-être d'industrialisation de tout ça pour arriver à travailler main dans la main. Ça veut dire quoi, industrialisation? Ça veut dire, je pense qu'il y a une idée de proposer ensemble des catalogues et des solutions et de bien les flécher et de travailler ensemble. Donc ça, c'est effectivement un travail de rassembler tous ces acteurs. Il y a effectivement une responsabilité publique de fléchage, mais il y a une responsabilité des acteurs eux-mêmes de travailler ensemble, de ne pas rester dans leur coin. Donc ça, c'est aussi un effort à faire de ce côté-là et une prise de conscience aussi, je pense, à la fois des décideurs et du public sur les enjeux d'achat de ces logiciels pour moins dépendre. Donc il faut à la fois offrir une solution, avoir de la visibilité et comprendre le problème. Est-ce qu'on a un problème aujourd'hui de financement de l'open source? Alors oui, il y a des problèmes de financement à plusieurs niveaux. Pour nous, le financement, je pense que la majorité des acteurs qu'on représente, le financement premier, c'est les clients. Donc c'est le chiffre d'affaires, c'est la commande. Et là où la puissance publique a le plus d'impact, évidemment, c'est sur la commande publique. Donc nous, ce qu'on réclame depuis des années, c'est une réforme, ou en tout cas, c'est des ajustements de la commande publique, aussi bien sur des détails juridiques, mais qui peuvent éventuellement, dans certains cas, pénaliser les acteurs du logiciel libre, que de manière plus radicale, une préférence, une priorité au logiciel libre. Alors, il faut que ça existe dans la loi, il faut que ça existe aussi dans les faits. Au niveau européen aujourd'hui et même au niveau français, tout l'écosystème du numérique réclame cette préférence française européenne, pas forcément libre. Oui, alors aller jusqu'à ce niveau de granularité. Il y a 2 axes. Vous allez me dire oui parce que vous êtes partie prenante. Mais... Non, mais il y a 2 axes. Il y a les Buy Open Source et Buy European. Et nous, finalement, on fait la synthèse et on dit Buy European Open Source. Alors l'open source, attention, c'est un phénomène mondial. Ça limite. C'est un phénomène mondial. Ça veut dire acheter de l'open source, y compris des solutions qui sont développées de manière internationale. Il n'y a pas de raison de se priver des talents qui viennent des autres continents, mais d'acheter les prestations auprès d'opérateurs européens en priorité.
Mais ce qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est la stratégie open source, donc c'est la priorité à l'open source. Donc en France, il y a déjà la loi République numérique, mais qui ne parle que d'un encouragement, donc on est très loin d'une préférence. Mais il faut savoir qu'il y a des pays européens où il y a cette vraie préférence. En Italie, c'est plus qu'une préférence, c'est une obligation d'utiliser le logiciel libre. Avec ce qu'on appelle un mécanisme appliqué ou expliqué. Donc, soit on applique la loi, soit on doit se justifier de ne pas avoir utilisé le logiciel libre. Qu'est-ce qui se passe en Italie ? C'est pareil. Bon, en tout cas, c'est pas mieux qu'ailleurs. La loi qui date d'il y a presque 15 ans maintenant, 2010 ou 2012, n'a pas changé, n'a pas fait bouger les lignes. Donc, ce qu'on demande, c'est effectivement des lois un peu plus contraignantes, des directives ou des lois, et puis une application effective avec toutes les mesures d'accompagnement et aussi les mesures un peu plus coercitives pour que les acheteurs soient vraiment forcés, ou en tout cas fortement incités à aller vers les solutions logicielles libres. Et comment est-ce qu'on s'assure qu'en allant vers l'open source, le logiciel libre, on va favoriser vraiment une indépendance technologique? Alors c'est une très bonne question qui soulève certaines analyses de qui aujourd'hui paye pour les développeurs qui font du logiciel libre. C'est vrai que c'est déjà mieux d'utiliser du logiciel libre que du logiciel propriétaire à l'inverse pour avoir justement au moins une indépendance dans la façon dont on va opérer ce logiciel. Mais derrière, on peut aller encore plus loin dans la question de maîtrise de la technologie avec les développeurs payés par des entreprises européennes. Et là-dessus, le constat, il est qu'on est encore un petit peu en retard en Europe. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du noyau Linux, par exemple, qui est quand même un élément central dans les systèmes d'exploitation, il est à plus de 50% développé par des développeurs qui peuvent être européens, mais qui sont payés par des sociétés américaines. Et donc, il y a un effort aussi à faire en Europe d'avoir plus de maîtrise sur la technologie, et pas juste l'opérer. C'est un autre besoin de financement, ça. C'est aussi différent, c'est-à-dire une prise de conscience de participer à l'open source et de se dire, on va pas seulement le consommer, mais on va y participer, être partie prenante, ce qui veut dire qu'on a des Européens payés par des entreprises européennes qui travaillent et qui maîtrisent, et si du jour au lendemain, pour X raisons, on a un souci avec des acteurs extra-européens, on est toujours autonome, voire souverain sur les choix qu'on fait sur le logiciel. Et ça, est-ce que c'est la stratégie des communs numériques qui peut répondre à ça? Alors, pas uniquement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, en fait, je me permets de te corriger un petit peu, le nombre de développeurs open source européens, en fait, est supérieur au nombre de développeurs open source américains, selon certaines métriques. Donc, globalement, il y a vraiment un écosystème qui est extrêmement favorable. Il y a des développeurs, ça va du développeur individuel qui fait un projet, qui met à disposition, mais qui a quand même son utilité pour d'autres développeurs, jusqu'à un certain nombre de grandes sociétés qui effectivement ont mis en libre, qui ont libéré, comme on dit dans notre jargon, le code de solutions qui ont au départ été développées en interne et qui deviennent finalement un projet collectif. Donc on peut parler de biens publics numériques ou de communs numériques. Ça désigne des logiciels qui sont disponibles pour tout le monde et qu'on peut ensuite modifier, opérer selon ses besoins. Ça va beaucoup plus loin que cette notion simplement d'avoir des communautés un peu abstraites. L'important, c'est aussi d'avoir un engagement d'éditeurs de logiciels qui sont les garants de la pérennité, de l'évolution, de l'innovation des solutions qui sont développées ou des briques technologiques qui sont développées. Un autre sujet, c'est effectivement les briques technologiques. C'est-à-dire qu'on a énormément de petits acteurs ou de petits projets, mais qui chacun ont leur rôle précis et qui ensuite peuvent être assemblés pour créer les solutions. Et donc, ce qu'on a envie d'encourager, ça fait partie des propositions qu'on a mises en avant dans notre réponse à la consultation, c'est la création, la mise en avant de la notion de briques technologiques fondamentales et de briques technologiques fondamentales européennes de préférence. Après, dans une optique de collaboration internationale, on peut et on doit considérer que cette maîtrise technologique, le fait d'avoir des développeurs en Europe qui collaborent avec d'autres développeurs à travers le monde, est aussi un atout de soft power, si on veut, un soft power technologique. Oui, il faut s'assurer de continuer à avoir suffisamment de développeurs pour absolument, garder soft power absolument, de ce côté-là. Absolument, c'est ça le point essentiel. Donc toutes nos propositions, elles tournent aussi, enfin certaines de nos propositions tournent aussi sur l'importance de l'éducation, depuis le secondaire, voire le primaire sur les notions fondamentales, jusqu'à la formation des futurs ingénieurs, et puis ensuite la formation continue sur des sujets émergents ou
plus tellement émergent maintenant, mais autour des spécificités juridiques, technologiques de l'écosystème du logiciel libre. Mais Olivier a quand même raison de rappeler que les briques fondamentales de l'open source sont quand même de l'autre côté de l'Atlantique, et que les financements de l'open source étaient majoritairement américains. Enfin, je dis étaient, sont majoritairement américains. Donc, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est que nous, on est en train d'essayer de construire notre stratégie open source, mais les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'abandonnent, cette stratégie open source? Non, aujourd'hui, Parce que c'est vrai qu'on les entend plus tellement là-dessus. Ouais, alors, je Une pense sorte que... des investissements, non? Oui, de toute façon, l'open source est rentré aujourd'hui, depuis déjà une vingtaine d'années, dans les systèmes de financement classiques par venture capitaliste, etc. C'est devenu une façon de faire du business qui est devenue normale et pour les Américains, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, effectivement, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est la dimension qui paye ces développeurs. Parce que même si on a plus de développeurs en Europe, ils sont payés souvent par des grandes structures américaines. Et donc, si du jour au lendemain, on décide de dire on veut les rapatrier chez nous, est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire? Donc, ce sont des questions qu'on pose. Et nous, on a envie, en tant qu'éditeur aussi, de montrer que c'est possible de le faire. Et donc, c'est pour ça que nous, chez Vates particulièrement, notre R&D est concentré en France et en Europe en disant on prend la maîtrise des logiciels libres et on essaye, on est un peu plus maximaliste, on va dire, sur cette vue-là, de dire il faut non seulement que ça soit open source, mais si en plus on peut faire que les payés par des entreprises européennes, c'est encore mieux. Voilà. Donc, c'est une nuance, j'allais dire, mais nous, on cherche à avoir une ambition un peu plus lointaine que uniquement l'open source, en disant on a des super développeurs, mais maintenant s'ils pouvaient être payés par des entités européennées, ça serait encore mieux parce qu'on aurait un contrôle in fine encore meilleur, quoi. Alors, je me permets de corriger quand même, il y a énormément de briques technologiques qui sont développées ou ont été inventées en Europe, d'une part. D'autre part, il existe des systèmes de financement, notamment à travers le programme Horizon Europe, qui est un programme de financement de la R&D classique, R&D collaborative entre différentes entités, mais qui a un défaut important si on veut penser à la diffusion du logiciel libre en tant que produit à mettre sur le marché et pas simplement objet de recherche et développement, et qui est que ça ne finance que les phases amont, les phases de recherche et de développement initial. Et ce dont il y a besoin, c'est donc de financer la maintenance des logiciels. Une fois qu'ils ont été écrits, il faut les faire évoluer, il faut éventuellement corriger les bugs, les problèmes de sécurité qui deviennent de plus en plus importants. Et c'est pour ça qu'on a proposé, plusieurs organisations proposent un Sovereign Tech Fund, un fonds de souveraineté numérique orienté open source, d'un montant, on a demandé 300 millions d'euros sur 5 ou 7 ans, qui viendrait compléter le financement initial de la recherche et développement par Horizon Europe. Et puis deuxièmement, après, c'est de passer par les entreprises européennes, leur passer des commandes et faire en sorte que ces commandes viennent ensuite financer des développeurs qui soient en Europe. Mais ma question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, on fait un front open source européen, ou est-ce qu'on peut imaginer un front avec l'open source, je veux dire, international pratiquement? De toute façon, avec l'open les source... Américains, avec la Chine, avec l'Inde aussi, qui parle beaucoup de sa stratégie open source. Par définition, l'open source est international. Donc effectivement, quand on va, et c'est une très bonne initiative, ce fonds, il permet justement de financer des développeurs en Europe qui peuvent maîtriser ce dit logiciel, mais les contributions peuvent venir du monde entier. Mais ce qui est très important dans cette maintenance, c'est justement de comprendre ces contributions qui viennent de l'étranger et de la maîtriser. Oui. Et quand on maîtrise, effectivement, on a notre indépendance finalement. Et donc c'est une très bonne initiative, ce fonds. Il permet justement d'avoir cette maîtrise qu'on n'a pas forcément directement vis-à-vis des entreprises, comme je disais tout à l'heure, mais de l'avoir en amont en abondant un fonds qui va payer de l'expertise européenne sur ces sujets. Mais encore une fois, effectivement, de toute façon, c'est international et on profite du travail. Pour partager les mêmes valeurs. Exactement. Ouais. Pour répondre à cette question, c'est un vrai sujet de débat que l'on a actuellement au sein des différentes organisations, y compris des organisations américaines qui viennent un peu s'insérer et qui ont répondu pour certaines à la consultation de la Commission. Effectivement, garder le côté international, il n'y a aucune raison d'arrêter ce côté-là et de se replier sur lui. On n'est pas sur du protectionnisme, on n'est pas sur de la fermeture des frontières. Il s'agit d'avoir, comme le disait Olivier, cette maîtrise clairement des technologies par le fait d'avoir des développeurs sur les briques technologiques. Le savoir-faire, exactement. Aussi côté utilisateur, parce qu'il n'y a pas que les développeurs des briques les plus importantes, il y a toute une chaîne de personnes qui doivent maîtriser les technologies et les autres aspects du métier d'utilisateur et ou d'éditeur de logiciels libres.
Mais il faut partager la même culture, parce que quand Oui. la Commission fait le constat que c'est bien, aujourd'hui on est aligné sur nos valeurs, c'est peut-être pas le cas avec toutes les communautés open source de par le monde. Alors ça, c'est à voir. Il existe des communautés qui font de l'open source et qui sont toxiques au sens où elles, effectivement, ont des idées extrémistes ou autres. L'open source reste, a priori, une idéologie de partage, d'humanisme. Donc, c'est dans cet esprit-là que la coopération, elle doit continuer, bien sûr. Il y a un commun très très fort dans l'open source qui traverse les frontières. Il y a quand même une idée fondamentale dans cette idée de partage qui fait que les contributeurs, même s'ils sont eux-mêmes dans des régimes avec lesquels on n'est pas aligné, restent des individus qui adhèrent à ces idées de partage. Donc il y a déjà un filtre en entrée, j'allais dire, où on peut se retrouver sur ces idées un peu de l'encyclopédie. Je pensais plutôt, moi, à ceux qui financent, en fait, les projets, qui partagent pas forcément les mêmes objectifs. Oui. Après, l'open source est une stratégie industrielle pour un certain nombre de grands acteurs. Les Américains, les grandes sociétés américaines l'ont compris dès le début des années 2000. Une autre grande société américaine a changé de stratégie radicalement vis-à-vis de l'open source au milieu des années 2010. Il faut le comprendre et il faut jouer avec. Mais il faut collaborer, bien sûr. On ne va pas s'arrêter de collaborer, on ne va pas s'arrêter d'utiliser ces technologies, mais il ne faut pas les prendre non plus comme un cadeau tombé du ciel. Et voilà, il faut avoir cette maîtrise, comme le souligne Olivier. Sortir des dépendances. Oui, Exactement. Merci beaucoup. Quelle est la prochaine étape? Consultation terminée. Vous attendez quoi là maintenant? Prochaine étape? Nous, on nous a dit, enfin, donc, dans le document officiel, que la communication, les communications à venir allaient sortir dans le trimestre. Alors, on est déjà à la moitié du trimestre, donc il leur reste 6 semaines. Bon, peut-être que ça sera un peu plus... Mais ça sera dans quelques mois, oui, ça c'est sûr. On est dans l'urgence quand même. Je pense que les gens de la Commission en ont conscience. Ouais. Il faut agir, c'est maintenant. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup Olivier Lambert, cofondateur de Vates, et Stéphane Fermigier, coprésident du CNLL. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech que vous retrouvez régulièrement sur la chaîne Bismart. Moi, je vous dis, on se voit dès demain matin pour de nouvelles histoires et notamment les interviews de l'IA.